Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vous propose un format inédit, le plateau de carreau, pour mieux comprendre le fonctionnement et le rôle d'un théâtre. C'est au cœur du théâtre de Suresnes, sur le grand plateau de la salle Jean Vilar, que nous avons posé des micros pour capturer les voix de Caroline Ocelli, directrice du théâtre et programmatrice, Arnaud Proli, directeur technique, Alexandre Minel, secrétaire général et chef d'orchestre de la communication, Amalia Salle, chorégraphe et artiste associée, et Maya Koubi, une jeune spectatrice. 5 témoignages pour saisir ce qui se joue dans et par-delà ces murs. Soutenir collectivement les rêves, la liberté et les partager avec le plus grand nombre. On les écoute avec joie. Bonjour à tous, ça y est, ça rit, ça rigole, c'est bien. C'est de la joie autour de moi. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux en même temps au micro de Tous Danseurs. Incroyable, je suis ravie, je suis en joie. Et aujourd'hui, en plus, on est dans un lieu un peu particulier, c'est magique. On est en plein cœur d'un théâtre, sur le plateau de la salle Jean Vilar au théâtre Suresnes Jean Vilar, incroyable. Et on a eu envie, avec Caroline, avec Caro, directrice du théâtre de Suresnes Jean Vilar, de vous proposer un format un peu particulier. C'est le plateau de Caro aujourd'hui. Et on va vous parler de théâtre, de ce lieu magique où on célèbre le spectacle vivant. On avait très envie de mettre en lumière ce lieu incontournable dans la vie de la culture, de la vie du spectacle vivant. Et j'ai eu envie de le faire avec le théâtre de Suresnes Jean Vilar. Caroline, merci d'avoir accepté cette proposition. Merci à toi, Dorothée, et merci de nous permettre ce Tous Danseurs très collectif. Parce que si souvent sur scène on a besoin d'être plusieurs, en fait pour faire marcher un théâtre et un festival, on a aussi besoin d'être plusieurs. C'est pour ça que j'avais envie de ne pas prendre la parole toute seule, parce qu'en plus je trouve que les directeurs sont pas toujours passionnants quand ils parlent tout seuls. mais d'être en bonne compagnie. Le théâtre, c'est un des derniers lieux de collectif pacifié dans notre société. C'est un endroit où on regarde tous dans le même sens, où on ouvre notre cœur, notre tête. Et pour réussir cette aventure collective et pour donner du sens à cette aventure collective, il faut être plusieurs, avec différents savoir-faire, avec une capacité d'écoute, d'envie, d'émerveillement, d'enthousiasme, pour dépasser les épreuves qui peuvent surgir. Alors toi, tu tenais à être entourée aujourd'hui de savoir-faire bien particuliers. Autour de toi, un collectif, un collège de personnes qui incarnent différentes facettes du métier incontournable dans la vie d'un théâtre. Tu veux dire quelques mots là-dessus ? Faire marcher un théâtre, comme je le disais, c'est une histoire collective et de beaucoup de personnes qu'en fait on ne voit pas et dont le public peut ne pas avoir d'idée. Et du coup, l'idée de ce plateau de carreau, c'est de vous faire un peu entrer dans notre quotidien et dans ces savoir-faire qui sont essentiels mais peu visibles. Alors aujourd'hui, on va vivre les coulisses d'un théâtre, c'est ça ? C'est ça la promesse du plateau de carreau ? Oui, les coulisses d'un quotidien qui a du sens, de gens qui travaillent beaucoup, mais qui savent pourquoi et qui arrivent à s'amuser aussi là-dedans. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, quand même, nous raconter quelques grandes étapes de ce lieu que tu diriges là depuis combien de temps maintenant ? Alors, je dirige depuis 1 an et demi, je dirais. Je programme depuis un peu plus de temps, mais surtout, j'ai la chance d'être dans un théâtre qui a une très longue histoire, puisque le théâtre de Suresnes a été inauguré en 1938. Il est dans un magnifique quartier qui s'appelle une cité-jardin. La Cité-Jardin. Qui est une utopie réelle, puisque c'est un quartier ouvrier au départ, qui répondait à des problématiques socio-économiques du début du XXe siècle. Et à l'époque, quand on concevait un quartier ouvrier, on pensait non seulement à y implanter des établissements scolaires, des infrastructures sportives, des lieux de culte, mais aussi des lieux de culture.
je suis pas sûre que cette ambition demeure, alors qu'elle est quand même très belle et très importante. Ce théâtre, il est marqué aussi par la venue en novembre 1951 de Jean Vilar au tout début de son mandat de directeur du Théâtre National Populaire. Donc cette ambition de faire un théâtre à la fois exigeant artistiquement mais populaire pour tous, pour toutes les classes sociales, elle a été déterminante dans l'histoire du théâtre de Suresnes. Il a créé des week-ends artistiques où certes il présentait des grandes pièces, il y a notamment créé Mère Courage, mais il proposait aussi des rencontres, des banquets et des bals. Donc on y dansait en novembre 51 dans ce théâtre et ça n'est pas anodin. On va danser alors ? Voilà, il faut toujours danser. Il faut toujours danser d'une manière ou d'une autre. Et autre grande étape, c'est dans ce théâtre qu'Olivier Meyer, mon bien-aimé prédécesseur, qui a d'ailleurs dirigé pendant 32 ans, a inventé le festival Suresnes Cité Danse en 92. Donc il invente une place, une légitimation, je dirais, institutionnelle du hip-hop qui alors était cantonnée à la rue. Donc voilà, il a fait partie des pionniers pour dire c'est un langage chorégraphique, ça peut avoir sa place sur les plateaux et le hip-hop, au-delà de sa vie dans la rue qu'il ne faut absolument pas arrêter et de sa vie dans les battles, peut se déployer aussi dans une écriture de plateau, dans une création artistique de spectacle, si je puis dire. Et non seulement il a créé ce festival, mais il y a très vite insufflé un esprit d'hybridation, une envie d'aller au-delà des étiquettes. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer l'histoire de ce festival, parce qu'on ne fait pas perdurer un festival plus de 30 ans s'il n'est pas capable de se réinventer, de se réoxygéner. Donc voilà, on est riche de tous ces fondateurs, de ces anges gardiens, si je puis dire, de ces bons fantômes qui habitent le théâtre de Suresnes. Et ils sont là avec nous aujourd'hui sur le plateau ? Oui, ils sont toujours là. Ils se déplacent, parfois ils nous font des surprises. Ils sont assez actifs. Moi, je pense qu'on a pas mal de fantômes dansants dans le lieu, y compris dans des espaces assez exigus, comme le couloir des loges d'ailleurs, mais ça dépend des jours. Mais oui, ils sont avec nous et c'est bien. Et sur ce plateau où on est tous assis là, en arc de cercle, il y a eu des premières mondiales de pièces qui n'avaient jamais été données ailleurs. Quelques exemples. Il y a eu des premières mondiales. Je pense forcément à une première récente parce que à la fois on est riche de notre passé, mais il faut aussi valoriser notre passé proche et notre présent et notre futur. Il y a 1 an sur ce plateau, c'est Mehdi Carcouche qui répétait, qui était en train de créer Portrait. Et on est très fiers. Et puis Mehdi il a grandi à Suresnes. Donc maintenant, il est à l'autre bout de l'Île-de-France, mais qui du coup crée un pont d'amitié entre Créteil et Suresnes. Et j'en suis assez heureuse. Et voilà, l'année dernière, Portrait est né au début de Suresnes Cité Danse. Portrait, One Shot Douzmansi, Macadam le Bancali. Voilà, si on remonte aussi, effectivement. Et bien sûr, j'en profite pour dire que Affranchi, c'est un peu mon premier bébé parce que c'est la première pièce que j'ai eu envie d'accompagner en production de manière très investie, et c'est né d'un coup de foudre qui s'est passé à Créteil, comme quoi le lien Créteil-Suresnes était déjà là. Et c'était la première grande pièce d'Amalia Salle, et Amalia est là. Elle est là. Et bonjour tout le monde. Et on va en parler tout à l'heure avec toi, mais sans transition aucune. Là, on va parler avec Arnaud, s'il veut bien. Arnaud qui exerce un métier exigeant, de l'ombre, mais qui fait en sorte que sur le théâtre, sur la place du théâtre, tout se passe au mieux avec les artistes, avec la technique. Tu fais quoi au quotidien ? C'est quoi ta mission, Arnaud ? Alors moi, bonjour, je suis le directeur technique du théâtre de Suresnes. Donc ma mission ou mes missions au quotidien, c'est de faire en sorte que les spectacles puissent être bien accueillis techniquement. Voilà. On appelle ça la faisabilité, c'est-à-dire rendre les choses faisables, et les désirs de ma directrice, parce que d'une année sur l'autre, on construit la saison d'après, donc il faut à la fois qu'on budgétise cette histoire-là, qu'on voit si ça va passer, en termes de personnel, en termes de coûts, et aussi en termes de dimension de notre théâtre qui s'est bien agrandi, mais du coup on accueille des spectacles de plus en plus grands, et qui des fois rentrent quand même au chausse-pied. Voilà. Et alors toi, tu es le chef d'orchestre de plein de métiers en fait. De métiers qu'on ne soupçonne pas quand on vient voir un spectacle. Avec qui tu travailles dans l'ombre là pour faire en sorte que la magie opère ? Avec une équipe de permanents assez réduite. J'ai un régisseur général qui coordonne aussi avec moi le reste des équipes, un régisseur plateau,
Et on peut avoir jusqu'à 10 intermittents avec nous, donc dans différents registres de métiers, aussi bien ce qu'on appelle le plateau, la machinerie, le son, la lumière et le costume. Voilà. Son, lumière, costume, faire en sorte que les décors arrivent sur le plateau. Soit bien monté. Que les lumières que les SMI puissent venir se garer, alors que l'accès n'est pas toujours très simple. Oui, ça commence déjà dehors, et puis ça commence... moi, je travaille dans une temporalité et dans un espace qui va même au-delà du théâtre, mais voilà, c'est-à-dire qu'on prépare les choses très en amont, donc... c'est pour ça l'ombre elle est à plusieurs niveaux en effet, et puis mais on n'est pas visible, après on l'a choisi, hein, mais on sert le spectacle et on sert le projet, je dis on parce que voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, on sert le projet de la directrice qui est aussi une artiste d'ailleurs. Moi j'ai découvert en travaillant dans un lieu, je l'avais aussi un peu vu avant, qu'une directrice finalement elle construit sa programmation et dedans il y a une histoire, au même titre qu'un metteur en scène met en scène un projet, une idée, elle essaye finalement, quand on regarde et quand elle nous raconte sa programmation, on voit qu'il y a aussi des liens entre les spectacles, et ça c'est assez intéressant, et on ne le voit pas toujours non plus finalement. Mais, voilà. Et comment tu te mets au service du spectacle vivant ? Tu vois, tu dis, je travaille pas, avec pas mal d'anticipation. C'est un choix que j'ai fait il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, enfin un peu plus, j'ai travaillé sur un premier spectacle, et j'ai eu des gouttes de sueur, de l'adrénaline, et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Parce qu'à la fois, moi, je ressentais de l'émotion, donc c'est pour ça que je me mets au service de ça. Et puis, je trouve que intellectuellement, politiquement, c'est un vrai choix aussi de travailler, parce que moi, les émotions que j'ai ressenties, j'ai envie que le public les ressente. Voilà. Après, ça se passe pas avec tous les spectacles, mais donc comment ? En puisant dans l'énergie, en puisant dans mes compétences après 20 ans de bons et loyaux services auprès d'artistes, parce que j'ai travaillé en compagnie avant. Et je me suis posé depuis 3 ans au Théâtre de Suresnes, donc maintenant je suis entre guillemets sédentaire, mais je sais ce que c'est qu'une compagnie qui arrive, parce que je l'ai vécu, le stress qu'elle peut avoir, les adaptations qu'elle a à faire. Donc voilà, je le fais avec de l'énergie, avec j'espère de la compétence, et après au-delà de l'histoire technique, il y a l'histoire humaine, et quand elle est belle et réussie, c'est aussi, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut que celle-là soit réussie aussi, c'est toujours mieux, quoi, voilà. Parce qu'on accueille des fois les spectacles, ça peut aller très très vite. En fait, il y a souvent ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire que le spectacle vient, est monté, répète, joue, et le soir on le démonte et il est déjà reparti. Donc l'aventure elle est parfois assez courte, et en même temps on n'a pas le choix de se tromper. Donc j'ai envie de dire que j'ai pas le choix à l'erreur, enfin j'ai pas le droit à l'erreur. Pas le choix, pas le droit. Ouais. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, ce que dit Arnaud, c'est aussi une histoire de rencontre. Alors évidemment, c'est notre rencontre à nous, la rencontre avec des artistes, mais je pense très concrètement, dans le cas d'Amalia, c'est Arnaud qui a eu l'idée d'une régisseuse lumière qu'il a présentée à Amalia, et ça a été extrêmement important dans la construction du spectacle. Donc le directeur technique, il peut aussi être à cet endroit-là, et comme on est un lieu qui certes accueille des spectacles déjà faits, mais qui accompagne aussi en résidence à toutes les étapes, donc dès les premières recherches, mais aussi au moment de la création lumière, notamment de l'élaboration du son. Le travail d'Arnaud, il est aussi dans cette sensibilité-là, et puis ça peut être aussi donner des conseils pour que le spectacle puisse mieux tourner ensuite. Donc il y a vraiment une logique à la fois de rencontre et d'expertise qui est déterminante, non seulement pour la création, mais très au-delà pour toute la vie d'un spectacle. Et les plus gros casse-têtes que tu as dû gérer là récemment, ou que tu vas devoir gérer là sur Suresnes Cité Danse 2024 ? Non, Suresnes Cité Danse 2024, c'est presque facile. Ah ouais, mais c'est super ça. Non, le 2025, ça va être terrible. On est pas mal prêt, mais après, je pense à un passé tout proche. On vient d'accueillir la chute des anges. Et, de Raphaël Boitel. De Raphaël Boitel. Alors, j'ai pas eu le casse-tête à moi tout seul, mais en fait, c'est un spectacle qui n'était pas censé rentrer dans notre plateau parce qu'on a une poutre au milieu qui est. Et là, qui tout le monde assez regarde basse. le plafond. Voilà, il y a cette fameuse poutre qui est juste au-dessus de nous et qui était censée nous empêcher d'accueillir ce spectacle. Et en concertation avec Tristan Baudouin, qui est le scénographe et directeur technique de la compagnie, on a envisagé plusieurs solutions et finalement ils ont accepté de réduire des éléments de décor pour que ça puisse rentrer chez nous. Et en l'occurrence, c'était une super aventure humaine dont on sort tout juste. Et voilà, c'est pour nous super réjouissant d'avoir travaillé il y a 1 an sur ce projet et d'avoir fait en sorte qu'ils adaptent aussi leur scéno pour venir chez nous. Et ils n'étaient pas rassurés avant d'arriver, ils sont repartis très heureux. Donc voilà. Ça, c'est une aventure réussie. Et la chose la plus folle que tu as dû gérer ici à Suresnes ?
Alors, je sais pas, la soirée d'adieu de mon ancien directeur. Mais voilà, c'était un peu fou parce que construit sur une fin de saison, on était après le Covid, donc on avait une saison qui était très 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 chargée, on était un peu épuisé et en même temps on accueillait de nombreux artistes, ça s'est construit très 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 vite. Enfin, voilà. Et je sais pas, j'ai peut-être donné 150 tops dans la soirée parce qu'il fallait coordonner tout ça et que je me suis retrouvé avec les régisseurs là-haut. Mais en même temps, voilà, c'est à la fois c'est une grosse montée d'adrénaline, on est épuisé quand on sort, mais ça fait du bien et puis c'était aussi un cadeau. Voilà. Et les enjeux là, du moment, d'un théâtre, d'un lieu qui reçoit comme ça des artistes, des spectacles, des spectateurs, il y a des nouveaux enjeux que tu dois gérer. Ouais. Ouais. L'actualité, bah, je sais pas, mais comme le citoyen lambda, c'est-à-dire que même si j'ai pas obligatoirement la gestion du budget, on l'a de manière collective. Aujourd'hui, les fluides augmentent, donc je sais pas moi, plus 30 000 euros de coûts de chauffage sur un théâtre comme sur Rennes, ça veut dire quelques spectacles en moins, ou alors où est-ce qu'on trouve les 30 000 euros pour pouvoir accueillir toujours autant de spectacles et dans de bonnes conditions, voilà. Donc je pense que c'est un peu comme pour tout le monde et comme dans toutes les entreprises aujourd'hui, quoi. C'est essayer de faire des choses toujours d'aussi bonne qualité avec des moyens raisonnables et malgré tout des coûts qui augmentent et qui rendent cette chose-là plus difficile, quoi. Il faut être inventif. Oui, il faut Artiste savoir aussi. être raisonnable, il faut savoir trouver des... Oui, c'est de l'invention, ouais. Et puis c'est savoir ce qui est vraiment nécessaire et ce qui peut être adapté. En fait, nous, on est dans une adaptation permanente et on sait aussi ce qu'on demande aux compagnies. Alors des fois, il y a des résistances et puis il faut voir si les arguments sont bons ou pas, quoi. Voilà, c'est de la négociation. C'est pas le plus facile pour moi, mais on essaye. Et tu évoquais, et d'ailleurs Caroline l'a souligné, Caro, le lien que tu crées avec les artistes qui sont accueillis ici. Ça fait partie du job et c'est quelque chose qui est palpitant, qui amène de l'émotion, qui amène... Je suis plus loin d'eux aujourd'hui parce qu'avant, travaillant en compagnie, j'étais vraiment très proche des artistes. Aujourd'hui, je passe moins de temps avec eux, mais on est content ici. Enfin, moi, j'ai choisi celui-là et je me suis posé ici parce qu'il y avait de la création. Et qui dit création dit résidence, dit donc des temps un peu plus longs avec les artistes. Donc ça nous laisse quand même le temps de les rencontrer, de les voir, et aussi entre guillemets, du coup, d'intervenir un peu dans leur choix, dans leur travail, soit en effet en faisant arriver une régisseuse lumière sur un spectacle par nos contacts, ou en donnant des idées, en faisant des retours sur une sortie de résidence. Enfin voilà, quoi, c'est un lien, après, ils en tiennent compte ou pas, mais... Parfaite transition avec partager. Amalia, justement. Si on doit juste assurer la transition par Arnaud pour Amalia, comment s'est opérée la rencontre entre Amalia et toi ? Tu te souviens ? C'est le premier sujet que vous avez abordé ensemble ? Je sais pas, c'est par Caroline, après, je sais pas. Ah, ça c'est sûr, parce Amalia qu'on est... était toute jeune, toute fraîche, je Elle sais est pas. toujours, Elle était, c'était l'année dernière. Hein. Non, mais disons que maintenant, elle a un spectacle en plus dans les pattes et qu'elle Elle a fait un bébé, c'est elle ça ? a compris aussi, je sais pas, je pense que... Non, mais il y avait beaucoup de fraîcheur et peut-être que ça a été un peu abrupt pour elle parce qu'elle découvrait un directeur technique. Moi, je suis aussi... J'essaye de pas d'être facilitateur, mais on peut paraître castrateur. Alors, je sais pas, c'est elle qui va répondre. Bah, j'ai pas du tout ressenti cette castration, comme tu dis. Au contraire, après, je pense que j'ai eu énormément de chance de tomber sur Caroline et de tomber sur le théâtre de Suresnes Jean Vilar, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de volonté d'accueillir des spectacles, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pratiquement des artistes qui nous accueillent, dans le sens qu'ils font tout avec la même passion dont nous, on fait notre métier. Et en fait, je pense qu'on se comprend et il y a une belle communication. Et donc pour moi, c'était magnifique. Et comme il dit très bien, j'ai découvert pas seulement le directeur technique, mais j'ai découvert tous les métiers autour d'un théâtre. Et en effet, j'étais très jeune et fraîche. Et aujourd'hui, j'ai un bébé. Et qu'est-ce que tu ne soupçonnais pas justement avant d'avoir franchi cette étape-là de création Alors, il y a plein de choses que je ne soupçonnais pas. Mais je pense que vu qu'on est ici au théâtre, celle que je peux dire, c'est toutes les personnes qui sont autour d'un spectacle. Et quand un spectacle fonctionne, ce n'est pas uniquement grâce aux interprètes et à la chorégraphe ou au chorégraphe, mais en fait, il y a toute une équipe derrière, que ça soit de direction, de production, de communication, d'action culturelle et d'accueil. Et en fait... ça ne peut pas être juste une compagnie qui fait le tout.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me choque encore à chaque fois, et j'espère que ça va continuer à me choquer à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que j'arrive dans un théâtre ou dans un lieu qui accueille mon spectacle, en fait, il y a déjà 10 personnes qui sont en train de travailler depuis la veille pour que le spectacle ait lieu. Et c'est hallucinant. C'est magique. Ouais, c'est magique. Et puis, c'était inattendu, quoi. Et alors, pourquoi ce lieu résonne plus particulièrement fort pour toi ? Alors déjà, il faut savoir que je connaissais le festival de Suresnes Cité Danse. J'avais fait un casting en tant qu'interprète il y a peut-être 14 ans. Ah ouais, on va tout savoir. Et en fait, je me retrouve dans la salle Aéroplane. Et donc c'est la petite salle. C'est la petite salle du théâtre. Et il y avait ce casting. Et ce qui était incroyable, c'est que c'était un de mes premiers castings et un des derniers aussi parce que je n'ai pas du tout aimé l'expérience, non pas de ce casting en particulier, mais des castings en général. Je ne me sentais pas à ma place. Mais j'arrive entre les 5-6 dernières danseuses et la chorégraphe, elle décide à ce moment-là de prendre la danseuse qui était le plus modern jazz plutôt que hip-hop. Très bien. Je garde ce souvenir de Suresnes Cité Danse et cette envie. Tous les ans que je voyais les affiches de Suresnes Cité Danse, je me disais, mais un jour, ça doit être nous, un jour, ça doit être moi, etc. Et donc, je venais juste en tant que spectatrice. Et un jour, je fais une petite représentation au CCN de Créteil. Et au CCN de Créteil, je rencontre Caroline, qui est donc ma coproductrice aujourd'hui, et qui en fait a un coup de cœur envers nous. Et quand elle me dit où est-ce qu'elle travaille, j'ai failli m'évanouir. Je m'en souviens très bien. Tu as fait un bisou à ma carte de visite. Oui, bah voilà, vous pouvez voir à quel point pour moi c'était déjà quelque chose de fou, quoi. Et en plus, je me rappelle tellement je savais pas trop comment ça fonctionnait, mais j'avais la niaque, j'avais la patate. Et en fait, j'ai dispatché toutes mes danseurs. Il y avait une pause déj à toutes les tables pour parler avec tous les professionnels qui étaient venus nous voir. Et la seule à laquelle on n'avait pas parlé, c'était Caroline, qui est venue du coup après la pause déj. Et moi, j'étais un peu dépitée, j'étais un peu triste parce qu'on n'avait vraiment rien eu de concret. Et en fait, voilà, Caroline se présente à la fin. Et je pense que là, on est tous sortis et les étoiles dans les yeux. Et l'histoire, elle a justement démarré à ce moment-là. Et l'épisode 2 de cette aventure, c'est le jour où j'ai dit à Amalia... je crois qu'en fait, ce serait bien que ce soit tes danseuses qui fassent l'affiche du festival. Ah oui. Et ça, c'était le deuxième rêve. Et elle me dit, mais du coup, on va être dans le métro. C'est ça. C'est clair. Et du coup, c'était tout mon rêve de début de carrière parisienne qui se voyait d'un seul coup, d'un rien, se voyait être réalisé. Donc à ce moment-là, donc lors de cette rencontre, Caroline, elle fait le pari, effectivement, de t'accompagner sur ta création. Quand tu dis, elle devient ma coproductrice. En fait, c'est quoi ce mot ? Amalia avait présenté la pièce courte qui s'appelle Les Givaldines, qui est une pièce de 15 minutes et qui m'avait vraiment touchée au cœur. À la fois, j'aimais esthétiquement, avec mon regard, disons, plutôt pro. Et en même temps, ça m'a transpercée à un endroit très intime de féminité. Voilà, vraiment, c'était bouleversant, quoi. Et à l'époque, j'étais pas encore directrice, je savais que j'allais le devenir, donc j'appelle Olivier Meyer, mon directeur, en sortant de Créteil, en lui disant j'ai eu un coup de foudre à la fois pour une chorégraphe, des danseuses que j'ai vues. Il me dit bah voilà, c'est comme ça qu'on devient producteur, de combien elles ont besoin pour faire la pièce longue. Et du coup, Olivier m'a aussi accompagnée en rendant tout possible et en me disant bah voilà, en fait, être producteur, c'est être un peu fou. Alors dans la limite des moyens évidemment dont on dispose, mais il faut vraiment écouter ça. Particulièrement quand ça peut être au service d'un artiste émergent qui a besoin d'abord et avant tout de quelqu'un qui va rentrer dans son enthousiasme et sa folie et qui va tenter l'aventure, voilà, comme ça. Parce que c'est aussi ça un lieu en fait, c'est un lieu où effectivement il y a de la technique, mais il y a aussi le rêve artistique qui s'accomplit parce qu'un lieu décide d'accompagner un artiste. Et on parlait aussi du fait qu'ici, il y a de la création aussi qui se met en place. Et c'est ce qui s'est passé avec Amalia, qui a été artiste associée. Exactement. En 2023. Caroline et Amalia, vous pouvez nous raconter ça très rapidement ? Ça a d'abord été des temps de résidence, ouais. de recherche et de déploiement chorégraphique, même si Amalia et ses 5 danseuses avaient déjà beaucoup travaillé. Ça a été la découverte de tout ce dont Amalia parlait tout à l'heure aussi, et nous, l'accompagnement sur tous ces volets-là.
Ça a été aussi une rencontre avec différents publics du territoire, tu peux peut-être raconter? Oui, totalement. En fait, j'ai découvert ce que c'était les actions culturelles. Ah, c'est mon barbare. Voilà. Et non, mais c'est vrai que c'est un côté du métier qui pour moi était totalement inconnu et qui est très intéressant. Et en fait, c'est aller toucher les publics d'hier, de demain et les personnes qui ne sont pas encore publiques et essayer justement de maintenir vivant le spectacle vivant. Du coup, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est déplacé, moi et certaines de mes danseuses, dans des lycées, dans des collèges pour donner des ateliers. Et du coup, essayer d'éveiller chez les jeunes une curiosité, ne serait-ce que ça. Moi, j'ai donné des ateliers aussi à des seniors parce que j'adore les seniors, parce que je trouve qu'ils ont plein de choses à raconter et que voilà, c'est une richesse qu'on oublie souvent. Et tout ça grâce à Caroline aussi, à son équipe qui nous ont en fait sensibilisés là-dessus en disant c'est pas juste on va faire des ateliers, voilà, c'est vraiment essayer de faire en sorte de former les personnes qui feront peut-être ce métier-là demain ou qui viendront voir des spectacles demain. Et même s'ils ne viennent pas, l'important c'est d'être tous danseurs et on a tous un corps. Et peu importe, il n'y a pas d'histoire de danser mal ou bien, mais plutôt de mettre en mouvement. Et moi je pense que la mise en mouvement c'est un des vecteurs de la liberté individuelle, la liberté d'expression. Elle commence par se donner le droit de lever un bras subitement dans la rue. Et moi je trouve que les artistes peuvent nous aider justement à lever certains inhibiteurs, quel que soit notre âge, quelles que soient nos problématiques. Donc pour moi l'action culturelle, avant même de se dire ça pourra générer des spectateurs, c'est l'idée de se mettre en mouvement. C'est l'idée que les artistes ont une liberté un peu plus grande, une capacité à rêver un peu plus folle. Donc comment ils arrivent à donner ça et du coup à rencontrer aussi des gens sur un territoire. Et pour moi, c'est très important aussi quand on est un théâtre. On est un très beau lieu. Parce que notre théâtre est particulièrement beau. On est dans un ancrage géographique, il y a des habitants plus ou moins loin du théâtre, mais on est aussi un lieu impressionnant, un lieu qui ressemble à un monument. Donc comment on fait en sorte qui peut paraître un peu froid, qui peut paraître froid, dont on n'a pas forcément les codes. Moi je le compare souvent à une piscine. Souvent quand on rentre dans une piscine c'est hyper complexe, puis on sait qu'il faut se mettre en maillot mais on peut pas le faire n'importe où, il faut enlever ses chaussures, bref c'est compliqué quoi. Et le théâtre peut faire cet effet-là à des gens. Je le regrette et j'espère vraiment qu'on travaille à abattre ça, mais je reconnais que ça existe. Et du coup je trouve qu'on a vraiment la mission d'amener l'art, d'amener cette capacité de liberté très spécifique partout où c'est possible. Et les meilleurs ambassadeurs, ce sont les artistes. Alors pas tous, il y en a qui détestent faire ça. Et je pense que Amalia, les collégiens par exemple, c'est pas une passion. C'est pas une passion, j'ai compris l'importance, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout qu'en fait, moi ce que j'essaie de débloquer, c'est les émotions, toujours à travers mon art. Et du coup, forcément, quand je vais sur des ateliers, où je parle d'émotions. Et aujourd'hui, malheureusement, ou peut-être c'était déjà le cas avant, je ne sais pas, mais les jeunes, ils sont très déconnectés de leurs émotions. Ça fait peur de parler, de dire, de toucher des cordes sensibles. Et ça, c'est très dur, en fait. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'artistes qui ont cette envie-là et de trouver les endroits justes. C'est pour ça qu'on a une équipe, Mélanie et Maëlle, qui s'occupent des relations avec les publics et qui vont chercher les endroits de rencontre, les terrains de rencontre, les personnes à rencontrer les plus adéquates pour chaque artiste, parce que c'est du sur-mesure aussi, quoi. pour explorer des ailleurs. Exactement. Et Amalia, tu veux nous parler de ton émotion, de tes émotions, parce que c'est quand même un endroit que tu aimes bien explorer quand tu rentres dans un théâtre comme ça? Ça me donne juste envie de pleurer, déjà juste d'y penser. C'est fou. Mais en fait, le plateau, c'est... Je sais pas si ça vient de plus loin de ce que je me rappelle de ma vie ou d'autres vies, mais je me sens tellement bien, je me sens tellement à ma place. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que ça le sera toujours. C'est un peu comme un sanctuaire, en fait. C'est là où beaucoup de choses se passent, humainement parlant, émotionnellement parlant. C'est là où j'ai en tout cas beaucoup évolué. J'ai énormément discuté avec mes danseuses. On a énormément discuté avec des centaines de spectateurs. Et en fait, il y a des liens qui s'est créés, qui sont magiques. C'est pour ça que je l'appelle un peu le sanctuaire. C'est un endroit que je respecte. Je l'aime tout autant quand il est silencieux, il est vide, que quand il grouille de monde et de métiers de partout. Et j'aime les gens que j'y rencontre. C'est magnifique. Je souhaite à tout le monde, si pas dans un plateau, mais de se sentir comme ça quelque part.
Quand Affranchi prend place là au plateau, toi, t'es à quel endroit? Alors moi, je donne tous les top musique, donc je suis tout là-haut. À la régie, c'est ça? Je suis à la régie en général, en tout cas pour le moment. C'est une place qui est très stressante. De toute façon, quand on n'est pas sur le plateau et que nos chorégraphes, peut-être que d'autres chorégraphes ne le vivent pas comme ça, mais c'est stressant. C'est la folie. Alors déjà, d'être loin de mes danseuses, c'est horrible parce qu'on a une affinité assez particulière. C'est un peu mes bébés. Et de ne pas pouvoir voir si tout va bien, comment ça va, s'ils ont besoin d'aide, c'est vraiment un déchirement pour moi. Mais je leur fais assez confiance. Elles sont 5 sur scène. Je sais qu'elles se soutiennent parce qu'elles s'aiment comme des sœurs. Donc ça va. Mais c'est vrai que ce détachement-là n'est pas toujours facile à vivre. Ouais. Et toi, Arnaud, t'es où, toi, à ce moment-là? Dans mon bureau. Il est où ton bureau? Non, il m'arrive d'être en salle. Après, je vais plus souvent voir des spectacles ailleurs parce que des fois, c'est plus facile. Parce que moi, quand je suis en salle, je pense à tout ce qui se passe autour. Et peut-être comme Amalia, je suis plus stressé et pas à même d'être disponible pour partager les émotions, les ressentir. Mais voilà. Mais des fois, je suis au bureau et j'ai un moniteur et j'ai le son et j'entends quand même ce qui se passe au plateau. Et toi, Caroline, t'es où à ce moment-là, toi? Moi, je suis souvent en salle. Ouais, avec moi, les j'ai spectateurs. besoin de sentir les publics. Et je me souviens vraiment de la première d'Affranchi. J'étais très... En fait, j'étais à la fois émue et tendue parce que je savais plus. En fait, c'est venu tellement vite. On a mis du temps à développer tout ça, évidemment, mais la décision, en fait, elle se prend très vite. Et du coup, plus d'1 an plus tard, je me suis dit, est-ce que le public va ressentir ce que moi j'ai ressenti? J'avais un vrai questionnement. Et je me souviens, j'étais là-haut au niveau du vomitoire. Et à la fin du spectacle, je me suis même levée parce que j'arrivais pas à rester assise à la fin de la pièce. Et là, j'ai vu tout le monde se lever. C'était une standing ovation extrêmement spontanée. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je sais qu'il y avait Mélanie à côté. J'étais pas la seule. Et qu'il y avait Mélanie à côté de moi. Et je lui ai dit, on a réussi, Mélanie, on a réussi. Donc effectivement, c'est un lieu de création, un théâtre, c'est un lieu de la technique, c'est un lieu de programmation, c'est ce que tu dis aussi, c'est faire des choix, c'est choisir des spectacles. C'est parier. C'est parier. C'est aussi un lieu de jeu, moi je vois un peu comme un casino. Moi je pense que je pourrais être une joueuse invétérée, donc je fais assez attention quand je vais au casino, j'y vais pas avec ma carte bleue. Et en fait je pense que j'ai trouvé le bon endroit pour à la fois jouer et canaliser cette folie. Et donc quand la programmation est planifiée, il y a tout l'enjeu de la communication. Et c'est là qu'Alexandre intervient aussi. Donc, oui. Alexandre, bonjour. Bonjour Dorothée, je suis Alexandre, secrétaire général du Théâtre de Suresnes. Pour répondre à la question qui a été posée à tout le monde, moi aussi pendant le spectacle, je suis dans des endroits très variables. Que ce soit sous le plateau, par exemple, en passant par le couloir des loges pour retrouver les espaces d'accueil, parfois en haut des vomitoires ou parfois à l'extérieur de la salle pour accueillir les retardataires. Et par exemple sur ça, que ce soit sur Affranchi ou sur Portrait de Médica Couche, qui étaient des salles très pleines, sur des durées de spectacle assez courtes de 1 heure, on pouvait avoir jusqu'à 20 ou 30 retardataires à caser en un temps record, et c'était très compliqué. Les spectacles du théâtre de Suresnes-Jean-Villard commencent à l'heure. Je fais passer un message. Et peut-être pour dire plus précisément ce que je fais, tout à l'heure tu demandais à Arnaud quel était le lien qu'il pouvait avoir avec Amalia. Par exemple, le lien que moi je peux avoir avec Amalia, je me rappelle que l'an dernier, Amalia, en parlant de moi ou de mon équipe, me disait « Ah, mais vous êtes partout !» Parce que dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit un enregistrement sur un plateau télé, comme on a pu le faire ensemble, des ateliers en médiathèque, un bord de scène à la fin du spectacle, une séance photo ou des ateliers ailleurs, mon équipe et moi, on est toujours là pour pouvoir justement accompagner Amalia ou ses danseuses et de manière plus générale les artistes pour les accompagner dans ces différents projets, parce que c'est vrai que parfois on leur demande beaucoup de choses, mais c'est important aussi qu'on soit là pour répondre à leurs besoins, leurs attentes, et puis peut-être aussi les accompagner, parce que par exemple, autant Amalia, tout à l'heure tu disais que les collégiens c'était pas forcément ce que tu avais préféré, mais en revanche une de tes danseuses qui ne souhaitait pas forcément faire d'atelier en milieu scolaire a eu une vraie révélation avec des collégiens de Bois-Colombes. Et je crois que ça a tellement bien fonctionné qu'il renouvelle l'expérience cette année. Du moins, c'était un projet. Comme quoi, il y a toujours des surprises. Ouais. En effet, j'ai une de mes danseuses qui a eu une phobie scolaire et qui, du coup, elle s'est déscolarisée étant très jeune. Et du coup, on lui a proposé de faire des ateliers scolaires. Et vraiment, il n'y avait pas moyen que de la convaincre. Et finalement, je ne sais pas qui a réussi, mais elle a fini par le faire et je pense qu'elle a beaucoup grandi grâce à ça aussi.
On est aussi un lieu qui répare les vivants, hein. Je paraphrase Platonov, mais on répare les vivants en se réparant nous-mêmes, en réparant les artistes, en réparant les publics et à différents endroits. En fait, moi, je trouve qu'on est une forme de thérapie sans urgence. Je dis souvent pour relativiser qu'on n'opère pas à cœur ouvert, donc tout va bien parce que personne va mourir, à part quelqu'un qui tomberait des cintres éventuellement. Mais je trouve que c'est important. Et en fait, dans le travail d'Alexandre, il y a à la fois cet accompagnement, il y a cette idée de soin. Le soutien aux artistes, le soin aux artistes. Du côté des artistes et puis évidemment du côté des publics. Parce que pour moi, tu es vraiment à l'articulation. Enfin, le secrétaire général, il s'occupe de ces deux aspects-là. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le métier de secrétaire général peut être différent selon les structures. Mais en l'occurrence, ici à Suresnes, on peut considérer que le secrétaire général est garant de tout ce qui sort du théâtre d'une manière ou d'une autre, que ce soit en termes de communication, de relations publiques. Bon, souvent on dit aussi que s'il n'y a pas de monde dans la salle, c'est la faute du secrétariat général. C'est bien d'avoir comme ça un bouc émissaire. Alors qu'en vrai, c'est la faute du programmateur. Mais en effet, donc, on prend soin des artistes parce qu'on ne va jamais aller à l'encontre de ce qu'ils ont envie de faire en termes de communication. Par exemple, moi hier, j'ai échangé avec Léa Ilaka, parce que Léa Ilaka, on va l'accueillir en janvier pour le festival Suresnes Cité Danse. Et on a échangé ensemble pour choisir les photos qu'elle souhaite mettre en avant pour promouvoir son spectacle. On avait également une proposition d'une télé pour venir filmer le spectacle, donc il faut être sûr qu'elle le veuille. Et par ailleurs, on accompagne aussi nos spectateurs, ou futurs spectateurs, ou spectateurs passés, pour les inciter, ou du moins leur donner envie, leur créer du désir pour qu'ils reviennent nous rendre visite ou découvrir le théâtre pour la première fois. Et pour ça, toujours dans cette optique de ce qu'on fait avec les artistes, on va mettre en avant, du moins on va essayer de mettre en avant le propos que l'artiste souhaitait mettre en avant dans ce spectacle et le transmettre aux spectateurs d'une manière peut-être différente, mais toujours fidèle à cette ligne artistique pour leur donner envie de se joindre à nous. Pour moi, en fait, c'est un double travail de traduction. C'est la traduction du projet que je porte, que j'insuffle et qui est porté collectivement, et puis c'est la traduction du désir des artistes. Mais il y a vraiment cette idée de traduction dans le sens où souvent l'artiste n'est pas son meilleur ambassadeur, et voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de poser une expertise et un regard là-dessus. Donc il faut choisir les moyens pour bien communiquer. Donc il y a ces sujets-là aussi, j'imagine, en fonction des pièces que tu veux mettre en avant. Oui. On choisit les moyens. Donc les moyens, c'est vrai qu'ils sont divers. Ça peut être les moyens assez classiques, que ce soit du print, donc des affiches, l'incontournable brochure de saison, également les documents dédiés destinés par exemple aux familles, avec notre document Les Dimanches en famille. Et ensuite, sur le digital, alors on se rend compte que le digital, c'est quand même une part finalement relativement minime de nos investissements en communication chaque année, de l'ordre de 5%. Donc c'est quand même assez faible. Mais on l'utilise par exemple pour créer des contenus vidéo qu'on va ensuite relayer sur les réseaux sociaux en les sponsorisant. Ou par exemple en créant également des pastilles sonores enregistrées avec une certaine Dorothée de Cabissol. Le mot du chorégraphe. Le mot du chorégraphe. Avec les artistes qu'on accueille régulièrement au théâtre, que ce soit en résidence ou par exemple ceux qui sont nos artistes associés, c'est évident qu'avec eux, on a une histoire à raconter. Donc on va forcément avoir envie de créer des vidéos, des supports audio, parce qu'on les accompagne, et souvent en plus ce sont des plus jeunes artistes. Je pense par exemple à Solal Mariotte qu'on va accueillir en janvier. Il démarre tout juste sa carrière, et en fait on est là aussi pour le porter, et donc on a plein de choses à faire ensemble. Et ensuite sur d'autres spectacles, la question se pose peut-être moins, ils se remplissent tout seuls, donc on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de communication, même si on adore, par exemple, pouvoir créer du contenu autour d'Angers après le Jocage, qui est un habitué de la maison. Et ensuite, avec d'autres comme Amalia, on fait tout. Des vidéos. Heureusement. Et là, tu es contente, tu es heureuse. Ah oui. Donc, il y a ce soin aux artistes. Donc, qu'on chouchoute, on essaye de retraduire finalement leurs propos de la meilleure manière possible pour que leurs propos atteignent directement le spectateur et qu'il ait envie de venir voir le spectacle. Et puis il y a aussi la proximité avec des publics qui sont peut-être empêchés, qui n'ont pas envie d'aller voir les spectacles, les actions de médiation culturelle. Et toi aussi tu t'occupes de ça, d'identifier les territoires à explorer, les actions que vous pouvez mener ensemble, parce que c'est aussi ça un théâtre, c'est un acteur social finalement, un théâtre, c'est créer du lien avec son environnement. Oui, c'est créer du lien, et d'ailleurs étant donné qu'on organise beaucoup de représentations scolaires chaque
chaque année, peut-être qu'il se trouve que tous les enfants suresnois viennent au moins une fois dans leur vie au Théâtre de Suresnes par le biais des représentations scolaires. Mais ça, c'est génial. C'est génial, oui. Et ce qui est assez génial aussi au Théâtre de Suresnes, c'est qu'on arrive vraiment à mobiliser différents types de publics selon les événements. Donc, par exemple, on a tout un cycle de programmation qui s'appelle les Dimanches en famille, que Caroline a initié il y a 3 ans. Grâce auquel on a principalement des habitants de Suresnes et des villes très proches comme Saint-Cloud ou Rueil qui viennent en famille, peut-être même pour la première fois au théâtre pour découvrir des spectacles avec les plus petits des 3 ans. Sur Suresnes Cité Danse, on arrive vraiment à rayonner sur l'ensemble de l'Île-de-France, voire au-delà, avec des spectateurs très mouvants. Et puis sur le reste de la saison, on reste principalement sur un ancrage très local, très suresnois, où je pense que les Suresnois représentent plus de 60% de la fréquentation. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Quel est le truc que tu adores faire au quotidien dans toutes ces missions ? J'adore quand chaque journée est très différente. Que je commence la journée, que je sais que je vais pas forcément la commencer au bureau, que je vais rencontrer des artistes, que je vais échanger avec notre attaché de presse, qu'on va faire échanger avec Caroline, qu'on va aller voir des spectacles, qu'on va échanger sur ce qu'on a vu, échanger aussi avec notre prestataire à la cuisine, puisque ça fait partie de mes missions. Donc on a un bar qui est ouvert avant chaque représentation. Avant même un type de mission, je pense que ce que j'adore, c'est vraiment le fait que chaque journée est très nouvelle. Les rencontres ? Oui, évidemment. Enfin, il y a des rencontres forcément qu'on n'oublie pas. Pendant la représentation de Winterreise dans J'ai après le jocage, qui était vraiment complète. Donc là, c'est un spectacle que j'ai pu voir un tout petit peu à moitié. Et quand je suis arrivé, j'étais juste à côté d'Angelin et que je voyais comme émerveillé devant son propre spectacle et c'était hyper beau à voir. Et à la fin, on a pu échanger sur cette représentation et c'était génial de l'entendre dire que c'était une des plus belles représentations du spectacle qu'il avait jusqu'à présent et que ça s'était passé à Suresnes. Génial. Et donc, un théâtre, c'est un lieu aussi de la rencontre des artistes avec des spectateurs. Et aujourd'hui, on a Maya avec nous. Maya, bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. C'est Caroline et Alexandre. Via les réseaux sociaux. Ouais, qui t'ont invité. Merci. La magie d'Instagram. Exactement. Je suis avec plaisir à Suresnes aujourd'hui. Alors Maya, tu peux te présenter très rapidement ? Oui, t'as quel âge ? Je m'appelle Maya, j'ai 20 ans et j'habite en région parisienne, pas à Suresnes malheureusement, mais pas loin. Donc j'ai eu l'occasion déjà de venir plusieurs fois découvrir des spectacles à Suresnes. Et tu peux nous raconter ton lien avec le spectacle vivant, la danse ? Qu'est-ce que tu aimes ? Moi, j'en ai fait petite comme beaucoup de jeunes filles, mais très vite, j'ai préféré être dans la salle que sur scène moi-même parce que j'y ai découvert d'autres émotions. C'est toujours l'excitement le plus total quand le rideau s'ouvre et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En général, les brochures sont assez vagues, surtout quand c'est des créations. On doit progresser. Ne savent pas toujours ce qui va se passer. Et donc, on découvre très vite l'ambiance. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la mise en scène. Plus que les pas, la chorégraphie, c'est comment tout ça, ça reflète une idée, une conception du spectacle ou ce genre de choses. Mais ton expérience avec le spectacle vivant, par exemple, quand tu étais petite, tu allais voir des spectacles avec tes parents ou c'est quelque chose que tu as initié quand tu as atteint ta majorité et que tu te dis moi j'ai envie d'aller voir des spectacles ? Non, c'est déjà effectivement comme beaucoup, je pense, avec mes parents, mais très vite, au début, on allait ensemble, mais autour du lycée, mes parents, ils n'arrivaient plus à suivre le rythme, je voulais trop découvrir de nouvelles choses, donc ils m'ont laissé peu à peu aller par moi-même dans divers lieux. Donc d'abord sur Paris, parce que ça se relie plus facilement banlieue à Paris que de banlieue à banlieue. Mais à Suresnes, je suis venue avec plaisir voir les Italiens de l'Opéra de Paris qui se sont produits ici. Et là, je vais revenir bientôt pour voir Leila K aussi avec grand plaisir. Donc tu vas voir de la danse, tu vas voir du théâtre, tu vas voir d'autres formes de spectacles vivants ? Mon préféré, ça reste toujours la danse, mais je vais voir aussi de l'opéra, de ce lien avec la mise en scène et aussi un peu de théâtre et de la musique. Enfin, tout ce qui se passe dans les théâtres, c'est toujours sa matière parce que si on reste qu'avec la danse, on perd un bout de la programmation. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir le plus possible. Mais alors, pourquoi t'aimes visiter ces endroits, ces lieux du théâtre ? Chaque lieu a vraiment un esprit qui est différent. On le sent dès l'arrivée, on sent une atmosphère différente à chaque spectacle, à chaque lieu, à chaque théâtre. Et ensuite, c'est toujours la découverte. Et il y a des types de spectacles qui attirent plus que d'autres. Et en fait, en venant à Suresnes ou ailleurs pour découvrir un spectacle, on va être attiré par le reste de la programmation et on va feuilleter le programme, la brochure et avoir envie de revenir pour découvrir autre chose qui nous plaira ou peut-être pas. C'est ça le risque. C'est toujours un risque en allant au spectacle, au théâtre. C'est
qu'on peut aimer ou ne pas aimer, et on peut aimer un puis ne pas aimer l'autre, et même d'une même chorégraphe, on peut ne pas toujours aimer le même esprit de la chorégraphe, mais on revient toujours quand même avec plaisir. Et quand le rideau se ferme, qu'est-ce qui reste ? Quand le rideau se ferme, déjà il faut redescendre, parce qu'on a vécu un moment généralement assez intense, et après ce qui reste, c'est surtout des images. Moi, ce qui me reste, c'est souvent des images que je peux faire revenir quand j'écoute la bande-son du spectacle. Ça revient souvent par vagues comme ça. Et ce qui reste, c'est une image, mais avec une émotion. Chaque spectacle a vraiment une émotion bien particulière qui peut aller de la beauté, mais aussi parfois un peu de dégoût. Il y a beaucoup de panels d'émotions. Et donc, c'est une émotion et une image qui restent. Et ta dernière émotion forte liée au spectacle vivant, sans forcément nous raconter le spectacle, qu'est-ce qui est resté ? C'était le dégoût. C'était une pièce que j'ai vue à Rome et qui a provoqué beaucoup d'émotions. Et celle qui ressort le plus, c'est du dégoût, mais comme quoi, c'est pas parce qu'on est un peu dans ce rejet où on n'est pas devant de la beauté ou un lien spécial avec le chorégraphe qu'on ne s'en souviendra pas. Je me souviens mieux des spectacles que j'ai peut-être pas aimés que ceux où j'ai partagé l'esprit de la chorégraphe. Donc ouais, cette image de dégoût, ça m'a pas plu du tout, mais je m'en souviens bien. Et le fait d'être assise là, sur des fauteuils, avec d'autres, il y a quelque chose qui se crée aussi avec les autres spectateurs pendant qu'on regarde un spectacle ou pas ? Ça dépend des types de spectateurs. On peut être un peu énervé contre ses voisins quand ils trifounent des petits papiers de bonbons, de choses comme ça. Mais généralement, il y a une osmose qui se passe dans le public. Et généralement, c'est souvent soit toute la salle adore et standing ovation, soit c'est toute la salle est un peu froide et rentre pas vraiment dans le concept. Et je pense que moi, je vois toujours des spectacles entourés avec beaucoup de gens et jamais dans une salle vide. Je vois rarement des répétitions. Et c'est toujours un engouement complet de la salle. Et je pense que on change aussi nous-mêmes en fonction de la perception des autres, et être emballé complètement, je pense que ça vient aussi du reste du public. Et c'est jamais pareil d'aller voir un spectacle seul qu'avec d'autres amis ou d'autres connaissances avec qui on partage le spectacle, parce qu'on rentre très vite dans l'émotion aussi des gens qui nous entourent. En fait, c'est ça la différence. C'est ça qui change quand on devient programmateur. On perd cette capacité, cette perméabilité d'une certaine manière, parce qu'on va adopter un regard. Moi, ça m'arrive de voir des spectacles, même que j'aime beaucoup, mais où je vais être en train de mesurer en hauteur pour voir si ça tient dans mon théâtre. Donc, le plaisir de spectateur, ce dont tu parles, Maya, je pense que je peux le retrouver quand je vois des super grandes formes, genre Seasons Canon de Crystal Pite à l'opéra. Ils sont 52 danseurs. Je ne pourrais pas l'accueillir. Donc là, je peux poser mes valises, mais je vois très bien le sentiment dont tu parles, et c'est vrai que je pense que c'est ça qui change quand on devient programmateur. On perd ça. Mais je pense que quand on travaille dans le spectacle vivant tout court, on ne voit plus les spectacles de la même façon. Et c'est vrai qu'en tant que chorégraphe, des fois je travaille quand je regarde des spectacles et ça m'énerve parce que je j'aimerais juste pouvoir en profiter. Et des fois, c'est inspirant et tu te dis arrête d'avoir des idées de travailler, juste profite. Ou des fois, on se dit moi j'aurais fait ça plutôt comme ça, etc. Mais en fait, non, c'est pas nous, c'est notre chorégraphe. Laisse-le tranquille et surtout profite. Et c'est vrai. Donc finalement, les très grands spectacles, c'est ceux qui nous font oublier ce qu'on fait dans la vie, quoi. Mais en revanche, Maya faisait beaucoup allusion à la curiosité, et je pense que finalement la curiosité, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien dans nos métiers, puisqu'en fait, chaque jour, on sait qu'on va découvrir des nouvelles choses, et je pense que Caroline, lorsqu'elle nous présente sa programmation chaque année, là on se dit waouh, on a 12 mois plein de curiosité qui arrivent, et c'est assez génial et réjouissant de se dire qu'on va découvrir beaucoup d'univers très différents. Réjouissons-nous. Pour conclure avec toi, Maya, avant que je redonne la parole à Caro, pourquoi c'est si important d'aller voir du spectacle vivant ? Parce qu'on se sent vivant, tout simplement. C'est quand le rideau s'ouvre et qu'on va découvrir, on se jette dans un nouveau spectacle. Ça nous fait passer par plein d'émotions qu'on ne passe pas forcément dans la vie quotidienne, train-train, métro, boulot, dodo. Et il faut vraiment sortir de cette routine pour explorer. Explorer, voir des ailleurs.
Et toi, il y a quelque chose qui a allumé la flamme, là, qui t'a guidée sur ce chemin de directrice de théâtre. Un souvenir prégnant qui est très ancré. Moi, j'ai un échec fondateur. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. J'aime bien ce genre d'histoire. Parce que comme Maya, je faisais de la danse petite, je faisais de la danse classique, j'adorais ça, mais moi je viens d'un tout petit village perdu dans des montagnes. Donc autant vous dire qu'il y avait qu'un cours de danse, que j'étais nulle, mais que je m'en rendais pas compte. Et du coup, je voulais être danseuse. Enfin, pour moi, c'était une forme d'évidence. Et je remercie tous les adultes, à la fois ma mère, ma prof de danse et tout, parce qu'ils m'ont tous poussée pour que j'aille passer le concours d'entrée du danse-études du Ballet de Marseille. Je pense qu'ils savaient tous que j'avais absolument pas le niveau. Et du coup, j'y suis allée. Et évidemment, j'ai pas été prise. Alors moi, je suis tombée du 150e étage, parce que pour moi, c'était ma vie. Bon, voilà. Et j'ai compris. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai dormi 24 heures. Je me suis réveillée qu'une seule fois, en 24 heures. Donc vraiment très gros choc. Je pense que j'aurais pu mourir à ce moment-là. Je suis morte, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, je suis née aussi. Et en fait, j'ai eu cette intuition, alors assez floue, parce que je devais avoir 11-12 ans. Et je me suis dit, ok, j'adore la danse. J'usais mes VHS de ballet, je sais pas combien de fois j'ai pu voir Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes ou un documentaire sur Martha Graham. Enfin, vraiment, j'adorais ça. Il y avait un truc, je ne sais pas l'expliquer, c'était viscéral. Je ne pouvais pas vivre sans. Voilà, il y avait une sorte d'évidence là. Sans les arts en général, parce que j'ai un côté hyper actif, donc du coup, ma curiosité est aussi hyper active. Donc c'était très, très à l'endroit de la danse, mais aussi des arts plastiques, de la musique, du cinéma. Je regardais un nombre de films hallucinants. Donc je me suis dit, ok, il y a ça dans ma vie et clairement, il va falloir que je travaille en lien avec ça. Mais je ne suis pas à l'endroit de l'artiste, parce que l'endroit où je me sentais le mieux, c'était la danse, et clairement, je suis nulle. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les artistes, ils sont sur le plateau, où ils font les films, mais il faut plein de gens pour qu'il y ait un public pour ce qu'ils sont en train de faire. Et je me suis dit, voilà, moi, je vais chercher comment on fait pour travailler à l'articulation entre les artistes et les publics. Et heureusement que tu l'as fait. Et pourquoi c'est si important de défendre l'espace du théâtre ? Je reviens à ce que je disais un peu en introduction. Moi, je pense que notre capacité à rêver, c'est tout l'intérêt d'une vie humaine. Et pour rêver, il faut être libre. Et pour rêver, il faut agrandir sa tête. Il faut ouvrir... Il faut rencontrer l'autre dans les formes qu'on connaît et celles qu'on ne soupçonne pas. Il faut être capable de fraternité aussi. Donc voilà, pour moi, un théâtre, il est important parce qu'il répond à tout ça. Et puis Arnaud disait qu'il y a un côté politique et je le rejoins dans le sens où c'est pas évident, d'autant qu'on nous a beaucoup dit récemment que la culture n'était pas essentielle. Or, je pense que sans la culture, c'est la guerre. Et que du coup, on est à un endroit très artisanal de cette défense de liberté, de rêver, de danser. Mais c'est beau d'être dans l'artisanat. Et le rêve que tu portes là, pour ce lieu, pour tes équipes ? Le rêve, c'est continuer. Je suis à la fois très ambitieuse et en même temps très raisonnable. Je vais pas opérer de révolution. J'ai pas envie de devenir ministre de la Culture. Non, j'ai envie de continuer en équipe et en fait, j'ai envie d'être une bonne personne à l'endroit où ça a du sens. Et voilà, j'ai envie que ce soit un endroit où, évidemment, il y a plein de choses, il y a des frustrations et tout, mais j'ai envie de faire en sorte que ce théâtre soit un lieu d'amour. Super. Merci à tous les 5. Merci à toi, Dorothée. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, un grand mot ? Je pense qu'on en a dit beaucoup, mais... Moi, je tiens à te remercier, Dorothée, pour cette opportunité de créer ce plateau de carreaux pour le plateau Tous de carreaux. J'ai écouté beaucoup de Tous danseurs. Je suis hyper fière qu'on ait un épisode. Et je suis vraiment heureuse que ça ait pu être un épisode collectif. Donc, merci. Merci à vous. C'était super d'entendre les voix qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et merci à tous pour vos voix, pour vos témoignages. Et à très vite. Ciao, ciao. Salut. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas,
Nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.